Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous retrouver sur RTI 1 pour cette première page d'information de la journée. Face à la pandémie de la Covid-19 qui affecte tous les secteurs d'activité, y compris celui de l'éducation nationale, la ministre Kandia Camara a animé jeudi une conférence de presse. Au cours de la rencontre, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle s'est prononcée sur le réaménagement du calendrier des examens à grand tirage de la session 2020. Voici notre compte-rendu. À l'exception du CEPE, l'année scolaire 2019-2020 sera sanctionnée par une série d'évaluations sommatives. Elle porte uniquement sur le BEPC, le baccalauréat et les concours pédagogiques, une décision fondée sur plusieurs raisons. Une évaluation sommative formelle, consécutive à la reprise des enseignements après 2 mois d'interruption, serait laborieuse pour des enfants dont l'âge varie entre 9 et 12 ans. L'observance des mesures barrières recommandées pour la lutte contre la Covid-19 pourrait s'avérer difficile dans les 2323 centres d'examen devant accueillir 583 480 candidats susceptibles d'être accompagnés par leurs parents du fait de la situation particulière. La prise en compte des notes de contrôle continu et des examens blancs pour l'admission en 6e sur la base de l'obtention de 85 points sur 170, soit une moyenne de 10 sur 20. Les tout-petits étant exemptés, Kandia Camara a en revanche communiqué sur les modalités du BEPC et du baccalauréat. Le BEPC aura lieu selon le calendrier suivant. Épreuve physique et sportive du lundi 8 au samedi 19 juin 2020. Épreuve orale du mercredi 8 au samedi 11 juillet 2020. Épreuve écrite, y compris le test d'orientation en seconde, du lundi 13 au mercredi 15 juillet 2020. Proclamation des résultats le mardi 28 juillet 2020 à 14 h. Concernant le baccalauréat, épreuve physique et sportive du lundi 22 juin au vendredi 3 juillet 2020. Épreuve orale et pratique. Bac technique du mercredi 15 au samedi 25 juillet 2020. Bac artistique du mardi 21 au samedi 25 juillet 2020. Bac général du mercredi 22 au samedi 25 juillet 2020. Épreuve écrite du lundi 27 au jeudi 30 juillet 2020. Proclamation des résultats vendredi 14 août 2020. Les examens et concours, quant à eux, se dérouleront du lundi 25 mai au vendredi 19 juin en cours. Après les épreuves écrites, les résultats de l'admissibilité et les tests psychotechniques, les résultats définitifs seront proclamés le 25 août 2020. Environ 5 millions de personnes sont attendues pour la révision de la liste électorale, un toilettage qui se tiendra du 10 au 20 juin prochain. C'est le président de la commission électorale indépendante en CEI qui l'a annoncé. Koulibaly Kouibier Ibrahim s'est prononcé sur les modalités d'exécution du toilettage de la liste électorale. C'était au cours d'une conférence de presse au siège de l'institution, une rencontre suivie pour RTI 1 par Sidonie Davila. Révision de la liste électorale. À compter du 10 juin prochain, la commission électorale indépendante CEI va démarrer cette opération qui consiste à mettre à jour la liste électorale. Le président de la CEI, face à la presse ce jeudi, donne les détails de l'opération. La révision a 3 objectifs. Le premier objectif, c'est la mise à jour de toutes les informations sur la liste électorale. Le deuxième objectif, c'est l'inscription de nouvelles personnes sur la liste électorale. Le troisième objectif, c'est expurger la liste électorale de ceux qui ne méritent plus d'y figurer. Par exemple, des personnes qui sont décédées ou des personnes qui sont privées de leurs droits civiques et politiques.
Nous avons donc, à l'occasion bien entendu de cette pandémie qui touche tous les pays de la terre entière, on va distinguer deux types d'enrôlement. Il y a l'enrôlement en ligne et il y a l'enrôlement physique. Toute personne désireuse de se faire enrôler doit se munir des pièces suivantes. Le premier, c'est la carte nationale d'identité. Si vous n'avez pas la carte nationale d'identité, vous pouvez vous procurer une attestation d'identité. Si vous n'avez pas une attestation d'identité, vous pouvez vous procurer le récépissé d'enrôlement à l'ONESI pour avoir la carte nationale d'identité. Et si vous n'avez pas non plus ce document, vous pouvez vous procurer un certificat de nationalité ivoirienne. Mais qui est concerné par cette opération? Il y a deux catégories de personnes qui sont concernées par la révision de la liste électorale. Celles qui existent sur la liste électorale, ce sont les anciens. Ils viennent parce qu'ils veulent changer de lieu de vote, par exemple, ou bien, si c'est une femme mariée, et elle souhaiterait qu'on mentionne sur la liste électorale le nom qu'elle porte dans ses documents officiels. La deuxième catégorie, qui est la catégorie 2, il y a la composante concernant les majeurs, mais qui viennent pour la première fois, et il y a les mineurs qui sont devenus majeurs, ce qu'on appelle les nouveaux majeurs, qui viennent également se faire enregistrer pour la première fois. Pendant 15 jours, 10 848 centres d'enrôlement seront ouverts sur toute l'étendue du territoire ivoirien et 84 autres à l'étranger. Des lieux d'enrôlement plus proches des populations en vue de leur permettre de participer massivement à l'enrôlement. Une opération hautement sécurisée, promet le président de la CEI. À cet effet, une réunion avec le grand commandement s'est tenue à la commission électorale indépendante. Hier, jeudi 4 juin, 152 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés en Côte d'Ivoire. Ils viennent porter le nombre total de cas actifs à 1643. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique interpelle les populations. Il insiste sur le fait que la pandémie n'est pas terminée. On écoute ici le directeur général de la Santé, le professeur Mamadou Samba. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, jeudi 4 juin 2020, 152 nouveaux cas de Covid-19 sur 706 échantillons prélevés, soit 21,5% de cas positifs. 54 guéris et 0 décès. À la date du 4 juin, la Côte d'Ivoire compte donc 3262 cas confirmés, dont 1584 personnes guéries, 35 décès et 1643 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 29 228. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique insiste sur le fait que la pandémie n'est pas terminée. Il demande aux populations de rester prudents, d'être disciplinés et de respecter les mesures barrières. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle à la responsabilité et au civisme de tous afin de pouvoir contrôler la pandémie en Côte d'Ivoire. Dès l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et des difficultés respiratoires, n'hésitez pas à vous rendre dans un centre d'accueil et de dépistage Covid-19 ou d'appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Direction à présent la Thaïlande avant de refermer cette page d'information. Un distributeur de gel hydroalcoolique à 4 pattes répondant au doux nom de K9 accueille désormais les clients d'un centre commercial. Des clients mi-émerveillés et mi-méfiants qui se pressent déjà dans les centres commerciaux de Bangkok alors que la Thaïlande rouvre progressivement toutes ses activités après l'épidémie de Covid-19. Et voilà, ça sera tout pour ce point d'information. Marcelin. Il s'appelle comment le chien? Il s'appelle K9. K9. Imaginez si c'était en Côte d'Ivoire, on lui aurait donné quel nom? Effectivement. Ça, c'est un sujet. Merci très cher Abdoulaye. Et bon déroulement. Merci à vous aussi.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, mesdames et messieurs, merci d'être en notre compagnie. C'est le coup d'envoi, oui, c'est le coup d'envoi du premier week-end du mois de juin avec en ligne de mire la fête des mères. Ce sera ce dimanche. On va rendre hommage à nos mamans, à toutes celles vraiment qui font battre le cœur de l'humanité avec leur douceur, leur candeur, leur grâce. On espère que vous êtes en train de préparer les cadeaux de nos mamans. En tout cas, je peux faire confiance aux hommes parce que quand il s'agit de nous faire cadeau à nos mamans, on ne lésine pas sur les moyens. Par contre, n'oubliez pas que la fête des pères arrive. Ça, ce sera une autre paire de manches. Sinon, Matin Bonheur aujourd'hui, réalisé toujours par une maman, une femme cool. Christelle Akoussa, avec toute son équipe, vous souhaite l'aquaba traditionnel de notre pays. Nous sommes en direct d'Abidjan. Très heureux d'égrener aujourd'hui donc le chapelet de toutes ces belles rencontres que nous allons faire sur ce plateau. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'environnement. Oui, journée mondiale de l'environnement initiée par l'Organisation des Nations Unies en 1972 à l'occasion de l'ouverture de la conférence des Nations Unies sur l'environnement de Stockholm. La JME met en avant un enjeu spécifique important, différent chaque année concernant la nécessité de protéger l'environnement. Et puis, pour coller un tant soit peu à cette réalité, nous, à Matin Bonheur, nous avons décidé d'inviter une personne très proche de l'environnement et surtout des planteurs de nos tontons, nos tatas, nos parents du milieu rural, M. Yeboué Kofi, avec qui nous allons discuter, bien sûr, de l'appréhension de la Covid-19 par le milieu rural, comment ils vivent avec, comment ça se passe là-bas concrètement, parce qu'on n'en parle pas trop souvent. Et donc, Matin Bonheur saisit la balle au bond de cette journée de l'environnement pour en parler ici. Et aujourd'hui également, c'est la journée internationale de la lutte contre la pêche illicite. Et oui, depuis 2017, c'est une journée très très importante afin de réguler un peu tout ce qui est pêche et puis lutter contre la pêche non déclarée et non réglementée. Et c'est adopté par l'ONU depuis le 5 décembre 2017. Les eaux au large donc de la Mauritanie, même chez nous, il y a parfois des personnes qui vont pêcher à Assini, dans les alentours, je sais pas, parfois c'est pas légal, il y a des poissons qu'il ne faut pas pêcher. En tout cas, il y a une liste, il y a toute une nomenclature. Et puis aussi, il y a des pêches réglementées. Il faut savoir pêcher en respectant vraiment la loi. Et puis aussi, aujourd'hui, on a des anniversaires à célébrer. C'est bien beau d'aérer l'émission avec des anniversaires de personnalités. On a une pensée pour cet artiste-là. Il a le secret des belles sonorités avec son saxophone très célèbre. Il nous permet parfois de causer avec les anges. Tellement ces mélodies sont douces, elles nous permettent d'aimer la vie. Il s'appelle Kenny G, Kenny Gorelik G. Apprécions et après on va parler de lui. Ah là. Mr. Kenneth Gorelik, il est né le 5 juin 1956 à Seattle. Il est plus connu sous le nom de scène de Kenny G avec de nombreuses productions, créations. C'est un grand faiseur de mélodies et nous dédions cette chanson-là à toutes les mamans qui nous regardent, à toutes les mamans qui regardent leur conjoint, leur époux, enfin leur compagnon d'un œil en attendant un cadeau. Voilà, nous déjà à Matin Bonheur, c'est le premier cadeau des mamans officielles. C'est bien sûr cette magnifique chanson de Kenny G. Puis c'est pourquoi pas une idée cadeau. On peut se faire de petits coffrets comme ça fait du bien. Et puis voilà, de belles choses à nos mamans. Voilà. Je sais que les pères, les tontons, les enfants, tout ça, rivalisent d'imagination quand il s'agit de faire plaisir à nos mamans. Mais la question qu'on se pose de façon légitime, est-ce que c'est réciproque? That is the question, comme le disent les anglo-saxons. Je vais voir avec mon très cher collègue Renaud. Cette année, est-ce que les femmes ont décidé Christelle Akoussa, dites-nous, est-ce que cette année, nous, on va vous faire des cadeaux à la fête des mères. Vous avez décidé aussi de changer?
Vous avez décidé de changer? Ok. On va voir. Sinon, Matin Bonheur également a une pensée, mesdames et messieurs, pour Sony Laboutansi. On n'a pas sa photo, hein, parce que notre très cher Jean-Marc, c'est pas quelqu'un qui lit beaucoup. Sinon, il aurait su, par exemple, qu'aujourd'hui, on a une pensée pour M. Sony Laboutansi, Grand Prix littéraire d'Afrique noire, prix Renaudot, qui est né un 1er juin, écrivain congolais. Voilà, c'est vrai qu'il est né aux États-Unis, mais il faut faire aussi la proximité avec nos artistes de chez nous. Sony Laboutansi, voilà, une grande personnalité littéraire de notre continent. Et puis aujourd'hui, mesdames et messieurs, marque le décès un 5 juin 2004 d'un ancien président des États-Unis, POTUS, President of United States, on les appelle POTUS. Donc lui, c'était le 40e président, Ronald Reagan, donc décédé donc le 5 juin 2004. Ronald Reagan, acteur, homme politique, homme d'État, homme politique américain qui s'en est allé ce jour-là. Voilà. Sinon, on aura aussi notre Syriac Bogo National, hein, qui va nous parler de choses qu'on dit, des fausses informations. Parfois, on est là, on imagine des choses, on fait des programmes autour d'informations fausses. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et nous, on est très heureux de l'avoir dans notre bateau. Salutations à toutes ces personnes qui se prénomment Igor à travers le monde entier. On vous salue bien bas. Matin Bonheur, Christelle Akoussa appuie sur le bouton qui nous envoie dans les méandres et dans les rêves de la matinale. C'est parti. Bonjour, je vous à la maison. Pour débattre pour vous servir. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Et qui dit vendredi, pas de fitness décalé. Aujourd'hui, léger circuit, ok, de cardio pour débutants. 5 exercices à exécuter, à réaliser dans leur entièreté. 30 secondes d'effort, 15 minutes de récup. Et après avoir réalisé les 5 paliers d'exercices, nous allons poser 1 minute et après reprendre encore les mêmes exercices. 30 secondes d'activité, 15 secondes de récup et encore 1 minute de pause après la réalisation des 5 exercices. Démonstration. Le premier exercice, nous aurons l'exercice de montée du genou. Là, on a accéléré. Ok. Le premier exercice. Le deuxième, talon-fesse. On a accéléré, toujours sur place. Le troisième, jumping jack. Ok. Et le quatrième, on viendra sur step. Vous assurez que votre step est bien positionné, est bien placé. Donc les montées, c'est ça. 30 secondes de montée. OK. 30 secondes. Et avant de revenir au prochain exercice, vous posez 15 secondes de récup. Gainage au niveau des épaules. OK. Et 30 secondes. Après avoir réalisé les 5 paliers d'exercice, vous posez 1 minute de récup et vous reprenez l'exercice chez vous à la maison. OK? Premier mouvement, élévation genou. Top, c'est parti. Rapide. 30 secondes d'activité. Et toujours respecter la distanciation de 1 mètre. Regarde droit devant. 15 secondes. Allez, bouge toujours. Travaille. Allez, on continue. 22 secondes. Reste toujours entre les plots. 25 secondes, il nous reste 5 secondes. Ok, 29 et pause. 30 secondes et 15 secondes de récup. On travaille bien. Allez, on continue. 20 secondes déjà d'activité. Allez, continue. 23, 25. On continue. On travaille toujours. Allez, 30 secondes et pause. 15 secondes de récup. Jumping jack, toc, c'est parti. 30 secondes. Regarde droit devant, la main. Ok, continue. Bien bon. Allez, c'est parti. Regarde droit devant, droit devant. Ok, travaille. 30 secondes. Pour ceux qui sont à la maison, qui travaillent avec nous, si vous n'arrivez pas à aller au-delà de 30 secondes ou à atteindre les 30 secondes, vous pouvez poser un coup de chemin et continuer l'exercice ou reprendre l'exercice. Allez, on travaille toujours, on continue. 25 secondes, il nous reste 5 secondes, on travaille. Ok, top, 30 secondes. 15 secondes de récup. Allez, on vient là au step. Ça peut aller comme ça. Ok. Les montées rapides avec mouvement de main. Regarde droit devant. Pose bien totalement le plat du pied sur step. Pose tout le pied. Pose tout le pied. Pose bien, voilà. Pose tout le plat du pied. Voilà. 20 secondes. Regarde droit devant.
Inspire, souffle. Ok, continuons. 25 secondes, 26. Continue. Et pause. 15 secondes de récup. Top, c'est parti. Gainage. Ok, regarde droit devant. Regarde droit devant. 30 secondes. On tient bon. Ok. Continue. 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 Regarde droit devant. Okay. Et pause. Ainsi terminé. Le sport c'est dur, c'est difficile, mais c'est vital. Bye bye. Absolument. Merci bien, coach. Excellent week-end à vous. Un week-end difficile, mais vital aussi pour vous, pour qu'on ait toujours de bons mouvements. Comment il va, le Renault? Ça va bien? Super bien. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va. Le cadeau de la fête des mères, déjà... Oui, les choses sont déjà... Quand c'est nous, il n'y a non, pas de mais bon. Mais bon. Enfin bref, prenons ça comme ça. Ça va changer un jour. Un jour, ça va changer. Alors, mesdames et messieurs, le moment est venu, maintenant, d'égrener les principales manchettes de l'info, mais d'une Côte d'Ivoire, la revue de presse de notre pays. Alors, bonjour Renaud, l'examen du CEP et de l'entrée en 6e est annulé, c'est une première. Oui. En tout cas, de mémoire d'Ivoirien, sauf à savoir si un peu longtemps dans le temps ça a été fait. Sinon, de mémoire d'Ivoirien, c'est la première fois que cet examen est annulé. Et c'est pour cette année, il faut le préciser. C'est ce qui ressort de la conférence de presse animée hier par la ministre de l'Éducation nationale, selon Kandia Camara. Cette décision a été arrêtée en raison des difficultés liées à la pandémie du coronavirus. Et pour tout savoir sur les dispositions prises pour pallier à cette situation et connaître les dates des examens du BEPC et du bac qui, eux, auront bel et bien lieu, il faut lire l'inter de ce jour. Fermeture du groupe ODCI par Facebook, son fondateur dit tout. C'est dans une interview accordée à l'Expression que Thierry Kofi, fondateur et administrateur du groupe Observatoire démocratique de Côte d'Ivoire, revient sur les raisons de la fermeture de sa plateforme par les administrateurs du réseau social Facebook. Selon lui, la publication prohibée qui est à l'origine de cette situation est l'œuvre de hackers dont l'objectif est de discréditer son groupe. Thierry Kofi, selon l'Expression, entend donner une suite judiciaire à cette affaire. L'opération de la révision de la liste électorale démarre la semaine prochaine. Ce sont 10 848 centres d'enrôlement qui seront ouverts sur le territoire national dans le cadre de cette opération qui va se dérouler du 10 au 24 juin 2020. Selon Ibrahim Koulibaly Kuibiert, le président de la commission électorale indépendante dont les propos sont rapportés par Fraternité Matin, c'est 5 millions de personnes qui sont attendues au cours de cette opération. Et puis le bureau politique du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, a ouvert ses portes hier. C'était vraiment avec beaucoup d'ambiance. Effectivement, et au sortir de la première journée, le nouveau réveil indique que le PDCI-RDA est en ordre de bataille pour la présidentielle. Selon le confrère, au cours de cette activité dont l'objectif majeur est de préparer la convention du parti prévue pour la semaine prochaine, Henri Konan-Bédié a demandé aux participants de débattre en toute sérénité. Et puis le quotidien Le Matin s'intéresse au bureau politique du parti du président Houphouët-Boigny. Et c'est avec cette question, les décisions du bureau politique sont-elles frappées de nullité? Selon le confrère, avec 400 présents sur 2124 membres, les résolutions de cette activité ne peuvent être crédibles. Toujours selon le quotidien, des personnalités du parti qui n'ont pas été conviées crient leur colère et préparent la riposte. Et le PDCI toujours à l'honneur, hein, ça fait 3 fois maintenant dans cette revue de presse. Bureau politique du PDCI toujours, certains cadres du parti affichent leur désaccord. Oui, et parmi ces cadres du doyen des formations politiques ivoiriennes qui désapprouvent certains aspects de l'activité, on retrouve Yasmina Wenyen. Selon l'intelligent d'Abidjan, le député de Cocody, qui a brillé par son absence hier à l'ouverture du bureau politique, dit ses vérités à Henri Konan-Bédié. Et puis que nous dit à nouveau l'expression en cette fin de semaine, mon très cher Renaud? Coup d'état manqué de décembre 2019, des secrets jamais révélés sur la garde rapprochée de Guillaume Soro, c'est ce que barre à sa une le confrère, qui nous plonge au cœur du dispositif sécuritaire de l'ex-président de l'Assemblée nationale et livre des révélations fracassantes des ex-gardes du corps de Soro Guillaume. À lire donc. Et puis le stade Félix Houphouët-Boigny ferme le mois prochain pour une énième rénovation.
Oui, cette enceinte sportive sera fermée pour des travaux de réhabilitation en vue de la CAN 2023 qui, tout le monde le sait, sera organisée par la Côte d'Ivoire selon l'Office national des sports. Ces travaux qui vont durer 20 mois vont permettre au Félicia qui a été construit dans les années 60 d'être entièrement rénové, couvert et doté de toutes les commodités, on l'espère, pour ne plus jamais refermer ses portes. Ok. Vous savez comment il s'appelait avant? Petite question. Le stade Géo-André. Oh, très bien, très bien. Oh, il est fort. On a eu l'occasion de chercher. Bon, deuxième question. Vous savez combien de fois il a été rénové ce stade? Ça, je ne saurais. Oui. Mais j'ai une anecdote à ce sujet aussi. Allez-y. Dans les mémoires du papa, parce que moi je l'appelle comme ça, Eugène Diekakou, grand nom de la télévision ivoirienne. Il y a un passage où il parle de la construction du stade Géo-André en faisant référence au doyen Eugène Diomandé. Oui. Et dans ce passage-là, il dit que le doyen, à l'époque, avait, pendant la construction du stade Géo-André, demandé au chef du chantier de lui noter le nombre de cailloux qui seraient utilisés pour la construction du stade Géo-André. Et il lui a noté tous les cailloux, je ne me rappelle plus du nombre exactement, mais une fois, au cours d'une de ses interventions, d'un reportage qu'il dédiait à Félix Houphouët-Boigny, il a donné le nombre exact de cailloux. Du caillou qui avait été utilisé pour la construction du stade Géo-André. Ouais, c'est ça. C'est à matin bonheur, mesdames et messieurs, qu'on a ces informations croustillantes là, comme ça. Restez avec nous chaque matin, ça fait du bien. Merci infiniment. Merci. Dans un instant, nous allons recevoir Syria Bogou, responsable à l'innovation d'un incubateur, le vérificateur certifié de notre matinale avec qui nous allons essayer d'avoir des informations. Il y a beaucoup de choses qui rythment les réseaux sociaux, le monde de l'info. Avec lui, on va essayer de vérifier ça. Sinon, aujourd'hui, on a une pensée également pour le général Marshall. Vous savez, le fameux plan Marshall, c'est issu d'un général américain qui a décidé d'aider tous les pays, notamment les pays européens, à la fin de la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Et ça a donné vraiment un véritable élan et ça a boosté, bien sûr, l'économie de bon nombre de pays. C'est ce qu'on a appelé après le plan Marshall, initié par le président, par le général Marshall, un général américain qui a eu cette bonne idée-là de tendre la main à l'Europe dévastée après la Seconde Guerre mondiale. Matin bonheur avec notre très cher Syria Bogou, il est là. Christelle Akoussa, quand il est là, on lui dit à quoi bas de cette manière. Bonjour Syriac. Bonjour. Oh, il est magnifiquement vêtu. J'essaie de suivre tes traces. Ah, mais les traces comme ça, là, aujourd'hui, non, je suis simple. On se connaît, on voit les photos. Alors, comment il va? Il va très bien. Alors, Syriac, on va vraiment s'apaisantir sur 3 points. Oui. 3 points qui ont fait couler beaucoup d'encre, de salive et de data. On va dire ça comme ça. Premièrement, un chauffeur roulant en sens inverse sur le pont Henri Conan-Béthier. Ouais, fallait... Mais franchement... Non, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de cette personne. On a voulu parler de ce sujet-là parce que beaucoup, quand même, donc, ont coulé par rapport à ce fait divers-là. Donc, il paraîtrait, d'après les premières rumeurs qui étaient sorties à la vue d'une vidéo qui a été diffusée sur les réseaux sociaux, dans laquelle on voyait ce chauffeur de camion rouler en contresens. Et donc, selon les premières informations, après la vidéo, la circulation de la vidéo, il paraîtrait que ce serait à cause d'une affaire de monnaie. Non, si. Donc, il serait arrivé au péage et les dames lui ont dit elles n'ont pas de monnaie parce que c'est maximum 2000 francs le plus gros billet. Donc, je pense qu'il avait un autre billet puis qu'il n'avait pas d'argent pour payer. Donc, il a fait sens inverse. Mais après information démentie par la structure qui s'occupe du pont, donc, il dit qu'il n'est même pas arrivé à ce stade-là. Donc, il a volontairement fait demi-tour pour aller. Mais Dieu merci, nos forces de l'ordre ont pu l'appréhender. Donc, on attend la suite de cette affaire. Il y a eu un accident. Oui, il a cogné 2 personnes, malheureusement très graves. Donc, on suit, comme il y a l'affaire en cours, donc on ne peut pas... Avec toutes ces caméras-là, par rapport au pont... Quand j'ai posé la question, mais à quoi servent les caméras? Ils ont dit, non, ils ont la vidéo qu'ils vont remettre à la justice pour que cela puisse aider dans l'enquête. Ah, mais il ne faudrait plus que ça se répète, ça c'est trop grave. C'est grave. Seulement 2020, quoi. Il y a des choses comme ça. Vraiment, on a d'autres problèmes à ce qu'on soit au moins... Ouais, rouler dans contresens, donc c'est le moment d'interpeller aussi tous les automobilistes, en tout cas tous les usagers. Et récemment, à Matin Bonheur, mardi dernier, on a reçu Maître Nambeya qui nous a fait vraiment une très très belle intervention relativement à tout ça, à la conduite. Donc, on vous invite à regarder notre Matin Bonheur du mardi dernier pour mieux comprendre ce sujet. Et puis, il faut vérifier aussi le taux d'alcoolémie aussi. On ne sait jamais. Il faut vérifier tout ça.
On ne le fait pas. On ne le fait pas. OK. Deuxième info à checker, à fast-checker. Un noir, enfin une personne de couleur, se faisant arrêter par des policiers aux États-Unis. Oui, cette image, cette vidéo aussi a beaucoup circulé. Et surtout qu'on disait que la personne est du FBI. Donc, quand tu vois la tête de la personne dans la vidéo, comment il était serein, donc tout le monde était content. Il y a même ce monsieur qui dit « Les policiers racistes sont tombés sur un agent FBI. Faites passer le message, s'il vous plaît, la ronde. » C'est vrai que c'est un profiler, du FBI? Non, mais après vérification, il s'avère que déjà la vidéo ne date pas de cette période de l'après-mort de George Floyd. Non, ça date de 2019 et la personne n'était pas du FBI. Ah, donc c'était fake. C'est une vieille vidéo qui a été remise dans ce contexte-là, qu'on s'est un peu tendu en ce moment aux États-Unis. OK. On va finir avec vous. Malheureusement, aujourd'hui, on va finir vite avec vous. C'est dommage. C'est dommage. La reprise des vols par une compagnie aérienne française, Air France, à destination de l'Afrique. Vrai ou faux, avant d'aller à la pub? Faux, parce que la compagnie elle-même a démenti. Mais plein de personnes étaient contentes, surtout que c'était à destination de l'Afrique. On voyait déjà la reprise, l'ouverture des aéroports et autres. Non, cette information a été démentie par Air France elle-même. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh là là. C'est dommage. Merci beaucoup, Cyriac. Je rappelle avec vous que nous avons cette habitude-là de fast-checker certaines infos très importantes. On vous souhaite un très très bon week-end. Merci. Et puis attention, en repartant, prenez la voie en sens normal, mon très cher Cyriac. Il n'y a pas de souci. Maintenant, on a ce poursuit réalisation Christelle Akoussa, la bien nommée, avec maintenant la pub. Information Covid-19. Pourquoi faut-il se laver régulièrement les mains? La Covid-19 est un virus qui peut nous infecter en passant par les yeux, le nez ou la bouche. Le plus souvent, ce contact a lieu par les mains. C'est pourquoi il est recommandé de bien se laver les mains avec du savon et de l'eau ou avec un gel hydroalcoolique avant de manger, de boire, après avoir touché une surface contaminée ou après avoir été dans un endroit public. Le lavage régulier des mains est un geste simple pour prévenir la propagation du virus. Protégeons-nous, protégeons les autres. Plus d'informations au 119. Appel gratuit. Matin Bonheur sur RT1 en direct, c'est tous les jours du lundi au vendredi avec une équipe magnifique qui vous permet d'avoir des informations sur tous les pans de la société. Que vous soyez planteur, justement planteur, c'est d'eux qu'on va parler aujourd'hui, que vous soyez technicien, spécialiste du droit intellectuel, que vous nous regardiez d'un kiosque à café, d'un grain, d'un bureau, d'un aéroport. En tout cas, Matin Bonheur va certainement parler de quelque chose qui va vous intéresser. Et moi, je suis très heureux aujourd'hui parce que je célèbre un anniversaire dans la matinale depuis 2008. Aujourd'hui, ça fait combien d'années? 12 ans. Oula, ça ne nous rajeunit pas, mais on a l'air jeune quand même, mais ça va quand même, ça va. Monsieur Yoboué, comment ça va? Oui, ça va très bien, merci bien. On est heureux de vous avoir parce qu'on va profiter de votre savoir. Vous êtes ingénieur agronome, oui. Vous êtes parmi les plus fréquents avec nos parents planteurs, vous les côtoyez. Alors, je rappelle qu'en Côte d'Ivoire, on a pratiquement près de 2,5 à 3 millions de planteurs. Oui, oui, il faut ajouter que en tenant compte des actifs agricoles, ça fait à peu près 7 à 8 millions de personnes qui s'occupent de l'agriculture. C'est qui un planteur? Qui est-ce qu'on appelle planteur? Un planteur, c'est une personne qui a qui exerce une activité liée à la terre, ou bien liée à l'élevage, ou liée à la pêche. Parce que tout ça, ça fait partie de l'agriculture. Mais le planteur, lui, s'occupe spécialement des cultures. Alors, ça peut être des cultures vivrières et ça peut être des cultures de rente, genre café, cacao, EVA, etc. etc. Anacarde, banane, ananas, palmier à huile, EVA. Alors, Monsieur Yoboué, question à 50 sous. Quels sont les défis auxquels font face, bien sûr, nos parents planteurs en cette période de Covid-19? Bon, nos parents font face à 3 défis majeurs. Alors, le premier défi, c'est le défi de la sécurité sanitaire. Parce que, bon, on est en période de Covid. Qui dit Covid dit maladie qui touche l'ensemble de la population ivoirienne. Donc, il faut lever ce défi. Et pour relever ce défi,
il faut respecter ce qu'on appelait les gestes barrières, c'est-à-dire la distanciation physique, l'utilisation des masques et puis l'utilisation des gels hydroalcooliques. Donc nos planteurs font face à ce défi. Le deuxième défi, c'est le défi de la sécurité alimentaire. Ils doivent produire l'alimentation pour nourrir la population ivoirienne. Et ça, c'est important. Et le troisième défi, c'est le défi économique. Non seulement ils produisent des aliments, mais ils doivent produire des cultures d'exportation pour pouvoir permettre à notre pays d'avoir des devises pour faire face à ces engagements internationaux. Donc voilà le rôle que jouent nos parents paysans. C'est très important. Très, très important. On va revenir dans les détails dans quelques instants, bien sûr, après ce jingle-là qui va positionner cette rubrique qui va parler exclusivement aujourd'hui de la sécurité, de la sérénité de nos parents paysans. Alors, Monsieur Yoboué, on va prendre défi par défi. Le premier défi, c'est le défi sanitaire. Dans un premier temps, ils se plaignent, nos parents. Parfois, ils disent qu'avec la Covid, on ne parle pas souvent d'eux, on ne prend pas un peu leurs aspirations. Ils n'ont pas trop tort, parce que, bon, dans un premier temps, le problème, c'était de régler, circonscrire le Grand Abidjan. Donc, forcément, le réflexe, ce n'est pas d'aller vers eux. Pourtant, c'est très, très important de les prendre au sérieux, dès le début. Oui, je pense que le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a joué un rôle très important vis-à-vis de nos parents paysans, puisque au niveau des coopératives, au niveau d'un certain nombre de groupements de paysans, des gestes barrières, enfin des kits sanitaires ont été remis. Donc je pense que nos parents ont reçu, c'est pas l'ensemble des paysans bien sûr, mais la plupart des parents ont reçu quand même des kits sanitaires pour pouvoir faire face à ce Covid-19. Alors, justement, il faut savoir aussi comment nos parents, comment les paysans appréhendent la Covid-19. Oui. Voilà, comment c'est arrivé chez eux, comment... C'est vrai qu'on dit que c'est le Grand Abidjan qui cristallise la majeure partie des cas, mais au fin fond de nos campagnes, de nos campements, il faut aussi aller vers eux, leur expliquer. Bien sûr. Vous savez qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, tous les départements de l'agriculture, enfin tous les départements de la Côte d'Ivoire ont des directeurs départementaux de l'agriculture. Et puis les grandes régions ont aussi des directeurs régionaux de l'agriculture. Donc lorsque le ministère de l'Agriculture lance un message, ce message est envoyé à l'attention des directeurs régionaux. Il y a des relais. Et il y a des relais. Et ceux-là vont donc sur le terrain pour pouvoir informer nos parents paysans. Et ces DR ou ces DD sont en relation aussi avec les coopératives agricoles. Et donc toutes ces informations sont fournies au jour le jour à nos parents paysans. Et puis il faut noter aussi que les spécialistes du ministère de l'Agriculture s'appuient aussi sur des personnalités très en vue au sein des communautés, les chefs de village, les représentants des femmes, tout ça, pour faire passer le message. Bien sûr, alors bien le message, il passe comment? Comment expliquer à nos parents paysans les tenants et les aboutissants de la Covid? Bon, la dernière fois, lorsque nous étions sur cette chaîne, nous avons parlé des tenants et des aboutissants. Parce que les paysans, c'est eux qui doivent nourrir la Côte d'Ivoire. S'ils sont malades, qui va nous nourrir? Personne. Donc, ils sont les premiers qui sont concernés par cette maladie. Aucun planteur pour le moment n'est touché, n'a été touché par... À ma connaissance, non. Heureusement, on touche du doigt. Alors, mais nos parents paysans, par rapport aux gestes barrières qu'on leur a donnés, que l'État de Côte d'Ivoire a indiqué, respectent ces gestes barrières. L'inquiétude pour nous, c'était de ne pas confondre les gestes barrières liés au Covid par rapport aux gestes barrières liés à l'utilisation des produits phytosanitaires. C'était ça le problème. Parce que lorsque vous utilisez les gestes barrières pour le Covid, c'est quoi? C'est l'utilisation des masques, c'est l'utilisation des gels hydroalcooliques et c'est l'utilisation des gants, etc., etc. Ça, c'est pour le Covid. Mais vous savez que pour pouvoir lutter contre les nuisibles des cultures, il faut aussi faire des gestes barrières. Et ces gestes barrières, c'est porter des masques,
porter des gants, porter des combinaisons et porter des bottes. Et notre inquiétude, c'était de leur dire, ne confondez pas les deux kits. Il y a le kit pour la COVID-19 et il y a les kits pour les traitements phytosanitaires. Donc, c'est ce que nous leur disons et je pense qu'à ce niveau, le message est bien passé. Mais l'inquiétude, pour nous, c'est de leur dire aussi qu'en cette période, il est facile de trouver sur le terrain des produits frauduleux. N'importe qui se lève, il s'en va vendre un produit. Pour dire que ce produit-là est dangereux, c'est un produit qui est bien, bon marché, etc. Et c'est des produits toxiques. Alors c'est pourquoi, quand on interrogeait avec notre assistant Jean-Marc Oka, on a interrogé des planteurs qui nous ont dit, mais avec cette affaire de Covid, nous, il y a déjà les faux produits phytosanitaires qui viennent des pays là, qui nous fatiguent, qui fatiguent notre poitrine. C'est comme ça qu'ils s'expriment. Donc je comprends maintenant. Mais justement, il y a plein de produits frauduleux qui circulent sur le terrain. Nous disons attention. Ça vient d'où? Ça vient des frontières, ça vient... Bon, je ne vais pas citer de pays, je vais pas citer de pays, mais en général, c'est des produits qui viennent de Takikro, enfin, qui passent par Takikro. Takikro, c'est où? C'est la frontière vers Anibileko. D'accord. Bon, je ne vais pas citer... Mais non, vous avez déjà cité. Voilà. Bon, voilà. Donc, ces produits frauduleux, c'est des produits qui sont excessivement dangereux. Oui, on ne connaît pas le statut toxicologique de ces produits-là. Et c'est comme des déchets toxiques qui ont été mis en boîte. Et ces produits-là, utilisés sur nos cultures, polluent nos cultures, nous entraînent, nous donnent des maladies. Et tuent nos parents à petit feu. Parents à petit feu. Donc, ces produits-là sont plus dangereux que la COVID-19. Donc, il faut faire attention. Alors, c'est pour ça que, au niveau du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, il a été mis en place des comités départementaux de lutte contre les pesticides illicites qui sont dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire et dont le préfet est le président de ce comité et qui font des réunions hebdomadaires ou mensuelles pour pouvoir faire en sorte que nos parents paysans ne choisissent pas ces produits frauduleux-là qui constituent des dangers publics et qui peuvent intoxiquer la population. Monsieur Yogoué, ils disent, ceux que nous avons interrogés, ils disent que c'est bien beau de parler de produits phytosanitaires, mais ils sont obligés de passer par la contrebande souvent à leur corps défendant parce que les produits officiels sont trop chers. Vrai ou faux? Je dis c'est faux. Parce que d'abord, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a permis que les produits homologués puissent circuler librement sur le territoire national. Et être à la portée de tous. Et être à la portée de tous. Et ça, il faut remercier le ministre qui, en pleine période de Covid-19, a dit qu'il faut que ces produits-là circulent librement sur le territoire national, ce qui est fait. Comme il y a, les fabricants aussi sont à Abidjan, mais ils ont des succursales à l'intérieur du pays. Donc ces produits sont mis à la disposition des paysans. Alors, quand ils disent que le produit frauduleux est moins cher, mais ce qui est moins cher revient toujours plus cher. Quand vous prenez un produit moins cher qui brûle votre exploitation agricole, qui intoxique vos enfants, qui fait en sorte que votre produit, votre culture, votre cacao ne peut pas être vendu, ça devient un problème. Donc, c'est pourquoi le ministère de l'Agriculture dit utiliser des produits homologués. Et les paysans savent ce que c'est qu'un produit homologué, un pesticide homologué. Un pesticide homologué, c'est un pesticide dont l'étiquette n'est pas en anglais, dont l'étiquette respecte des normes, qui a un numéro d'homologation. Par qui? C'est homologué par qui? Par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Oui, et qui regroupe le comité d'homologation regroupe à peu près 12 ministères. Quand ça arrive, par exemple, de l'extérieur, que ça arrive au port d'Abidjan, alors, il y a une commission là-bas, on examine ça ou bien ça va directement chez nos parents comme ça? Non, ce n'est pas comme ça marche. Voilà, expliquez s'il vous plaît. Avant qu'un produit ne soit utilisé sur le territoire ivoirien, il faut qu'il soit expérimenté. Expérimenté, c'est-à-dire vous parlez de toutes sortes de produits ou bien de produits destinés seulement aux planteurs? Les produits destinés aux planteurs, c'est dans ce domaine-là que je suis. Alors, les pesticides arrivent. D'abord, vous faites une demande au ministère de l'Agriculture. Vous dites, je veux expérimenter un produit sur le territoire national. On vous donne un accord. Et on vous dit, vous pouvez l'expérimenter dans telle condition.
vous dites ce que c'est. Est-ce que c'est un pesticide cacao? Est-ce que c'est un insecte, c'est un fongicide? Est-ce que c'est un herbicide, etc., etc. Une fois que la commission a étudié, on vous dit, prenez contact avec tel institut de recherche pour pouvoir tester votre produit. Et le test va durer 2 ans, parce que cela doit se faire dans les conditions pédoclimatiques de notre pays. Voilà. Alors, une fois que c'est fait et que les résultats sont bons, parce que les résultats peuvent ne pas être bons. Quand les résultats sont bons, alors il y a la commission qui siège pour vous donner un agrément, une homologation. Qui décide que les résultats sont bons? C'est là où les choses se passent? Non, c'est le chercheur. C'est le chercheur qui dit, je teste un produit, je fais plusieurs doses, et puis je prends un témoin, etc. Il y a toute une procédure. Ce serait un peu compliqué de pouvoir entrer dans les détails. Et une fois que c'est fait, on compare un produit qui est déjà homologué par rapport au nouveau produit, et puis on voit les résultats. Est-ce que le nouveau produit produit, le nouveau pesticide produit plus que le produit qui a déjà été homologué? Est-ce que le rendement est plus élevé? Est-ce que ça respecte l'environnement? Est-ce que ça respecte l'environnement et tout ça? Voilà. Donc, ils étudient tout ça, et puis on te donne un numéro, enfin, on te donne un agrément, et cet agrément-là vous permet de pouvoir commercialiser votre produit sur le terrain. Voilà. Donc, mais lorsque vous avez l'agrément, ça veut dire que votre produit, vous pouvez faire la prévulgarisation. Parce que c'est le paysan, dans tout ça, c'est le paysan qui va choisir le produit, le pesticide. Donc, vous allez chez les paysans, vous distribuez des produits, vous testez en vraie grandeur, et puis le paysan dit, bon, vraiment, votre produit a été testé, je suis d'accord, je vais l'utiliser, etc., etc. Mais avec la Covid qui fatigue aussi psychologiquement nos parents planteurs, est-ce que ce n'est pas le moment aussi pour les contrebandiers de profiter de cette période où il y a une certaine faiblesse là pour écouler encore? D'où ma question qui vient, est-ce qu'on peut quantifier le pourcentage de produits frauduleux qui rentrent par an? Oui, on peut quantifier. Vers les années 2014, le taux de pesticides fraudulents en Côte d'Ivoire était autour de 40%. Aïe, aïe, aïe. Et ça a une incidence indubitable sur... Ça avait une incidence très grave sur l'économie ivoirienne. Aujourd'hui, où je vous parle, grâce à l'appui du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, grâce à l'appui du service de la direction qu'on appelle la DPVCQ, ce taux est retombé à 15%. Parce qu'il y a eu des actions qui ont été menées sur le terrain. Les actions de formation, les actions d'information et la formation des CDLPI dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et beaucoup d'autres activités ont été faites sur le terrain pour permettre à nos parents paysans de choisir les produits homologués en lieu et place des produits frauduleux. Donc, beaucoup d'activités ont été faites et grâce à l'appui des ONG, CropLife, Côte d'Ivoire, CropLife International, qui ont appuyé le ministère pour pouvoir mener ces actions sur le terrain. Parce que, qu'on le veuille ou non, de toute façon, ces pesticides sont aussi des produits toxiques. Donc, il faut éviter que les paysans s'intoxiquent. Mais le statut toxicologique de ceux-là, c'est connu. Donc, il y a un dossier. En cas de problème, on sait comment il faut gérer ces problèmes. Eh oui. L'avantage de nos parents paysans, c'est que par rapport aux gestes barrières, ils ont une longueur d'avance parce qu'ils ont une manière de se protéger déjà en utilisant les pesticides. Gants, masques, tout ça, c'est très très important. On va revenir là-dessus tout à l'heure dans la dernière partie de notre conversation. Je rappelle que nous sommes avec M. Yeboué Kofi Roger, il est ingénieur agronome pour parler un peu de Covid et puis tout ce qui rythme l'actualité de nos parents paysans. Alors pour comprendre l'ampleur de la situation que vit le monde rural, on a rencontré quelques acteurs et pour le moins qu'on puisse dire, mesdames et messieurs, les activités sont en berne. On les écoute grâce à la dextérité de notre reporter terrain, Emmanuel Bonzo. La pandémie a vraiment eu des effets néfastes sur notre activité. Nos productions qui se font la nuit, on peut dire à partir de 18h, 19h, mais lorsque le couvre-feu a été lancé, la production s'est arrêtée. Ce qui a fait qu'on n'a même pas eu la quantité envisagée pour
cette année 2020. Cela a encore eu vraiment des effets encore sur nos producteurs eux-mêmes dans la zone de Katiola, Bokanda et ainsi de suite. Il est très difficile pour nous de sortir même d'Abidjan. Donc le suivi pour nos activités s'est arrêté. Nos producteurs produisent, mais il est difficile aussi de faire venir sur Abidjan. Concernant la commercialisation, nos clients, tels que les hôtels avec qui nous travaillons, sont fermés. Il y a eu baisse aussi de commandes au niveau de nos distributeurs de manière locale. Nos commandes extérieures qui étaient en vue ont été annulées. Même pour les petites commandes que nous avons, nous n'arrivons pas à les honorer. C'est une situation difficile à tous les niveaux pour les planteurs, les petits planteurs qui sont donc les producteurs de VA. Difficile aussi au niveau des exportateurs parce que vous savez, avec le confinement, beaucoup de navires n'accostent plus. Les entreprises au niveau de la Malaisie, la Chine et Singapour, donc qui reçoivent nos produits aussi, ont quasiment fermé. Donc aujourd'hui, nous ne recevons pratiquement plus de commandes. Et même les rares commandes que nous recevons, c'est des commandes qui sont faites à dessein de telle sorte qu'il n'y a même pas de marge qui bloque donc notre activité. Les planteurs, nous qui devons acheter chez les planteurs, donc ensuite l'expédier, n'ont pas cette capacité, n'ont pas les moyens pour le faire aujourd'hui. Et nous sommes en train donc de faire avec les moyens de bord. Nous espérons que cette situation va passer et que tout pourra donc reprendre. Mais c'est une situation véritablement difficile, non seulement pour les planteurs qui sont donc nos fournisseurs, mais aussi pour les exportateurs que nous sommes qui travaillent avec l'international. Nous avons aussi appris par voie de presse qu'effectivement l'État a dégagé des moyens pour aider tous ceux qui sont dans les secteurs d'activité qui sont sinistrés par la crise. Nous attendons toujours, notre ministère de tutelle ne nous a pas encore contactés dans ce sens, ni le conseil de l'EVR, qui est en charge de l'EVR du panier à une, ne nous a pas aussi contactés pour nous dire comment est-ce que ces dons-là ou bien ces aides-là sont faits. Mais nous sommes toujours en attente et nous espérons que cela va donc venir et que cela pourra donc nous aider donc à relancer notre activité. Eh oui, planteurs, exportateurs, même combat, même difficulté, monsieur. Oui, c'est clair là, c'est pas facile. Oui, c'est pas facile en période de Covid. Tout le monde doit se lever pour pouvoir lutter afin que nous revenions à une situation normale. Monsieur Yoboué, le monsieur a dit tout à l'heure, on dit qu'il y a l'argent, vous connaissez, nous, on dit qu'il y a l'argent pour les secteurs sinistrés, notamment planteurs. Où est-ce que ça est? Oui, mais ça va se faire étape par étape. Vous savez qu'il y a beaucoup, je vous ai dit que la Côte d'Ivoire a une économie agricole très diversifiée. Il y a des producteurs de coton, il y a des producteurs de bananes, de palmiers, d'EVA, etc., etc. Donc, ce qu'il a dit, je suis sûr que le ministère de l'Agriculture et du Développement rural est au courant de cela et que des actions vont être entreprises. D'ailleurs, il y a des actions qui ont été menées déjà sur le terrain par le ministère de l'Agriculture, distribution de gel, de... Oui, oui. CropLife Côte d'Ivoire, CropLife International avait mis à la disposition du ministère de l'Agriculture des seaux, des robinets, du savon, des gels, etc. Un certain nombre de kits à l'attention des paysans. Donc, je pense que tout ce qui vient d'être dit n'est pas tombé dans l'oreille. Je suis sûr que le ministre de l'Agriculture est déjà informé de cette situation. Alors, monsieur Hugo, je disais tout à l'heure que le fait d'utiliser les pesticides, parce que tout ce que les planteurs, les personnes de ce milieu du monde agricole ont en commun, c'est l'utilisation de matériel par rapport aux pesticides. Pesticides, c'est comme ça qu'on dit, non? Oui. Oui, pesticides. Alors, il y a une manière de les utiliser qui s'apparente à la protection par rapport à la Covid. Donc, vraiment, c'est un peu plus facile, aussi curieux que cela puisse paraître, c'est plus facile de sensibiliser les paysans que quelqu'un de la ville, par exemple. Oui, c'est vrai. Puisque les paysans qui ont des exploitations agricoles et qui utilisent les produits phytosanitaires, je tiens à préciser que dans les produits phytosanitaires ou pesticides, il y a deux types. Il y a les biopesticides, c'est-à-dire des pesticides qui peuvent être des extraits de plantes, etc. Qui sont plus chers, soit dit en passant. Bon, quelquefois plus chers. Et puis, des pesticides de synthèse. Mais quoi qu'il en soit, pour utiliser un pesticide, il faut se protéger. Alors pour se protéger, il faut porter des masques, il faut porter des combinaisons, il faut porter des gants, et puis il faut porter des bottes. Donc le ministère de l'Agriculture s'assoit sur ce créneau-là pour sensibiliser nos parents. Déjà, c'est important. Oui. Et nos parents le savent. Vous ne verrez pas, sauf cas rare, de paysans qui est en train de traiter et qui traitent torse nu ou qui se promènent comme ça. D'ailleurs, CropLife Côte d'Ivoire, CropLife International font des formations annuelles
pour inviter nos parents à utiliser ces techniques de protection pour pouvoir faire la barrière entre les gouttelettes de produits et eux-mêmes. Donc, ils sont habitués. Mais nous disons que les gestes barrières que vous utilisez au champ ne doivent pas être les mêmes gestes barrières par rapport à la ville. C'est-à-dire, ne prenez pas vos habits que vous avez utilisés pour faire les traitements phytosanitaires, ne venez pas en ville pour pouvoir vous promener avec, parce que ces kits sont déjà pollués par les produits phytosanitaires. Donc, lorsque vous avez fini vos traitements phytosanitaires au champ, alors débarrassez-vous de ces habits-là, lavez-les, et puis lorsque vous arrivez en ville, vous avez les gestes barrières du Covid que vous connaissez, c'est-à-dire gel hydroalcoolique, distanciation physique, etc. etc. Ah, j'imagine que ce n'est pas évident de respecter tout ça dans les plantations, hein, avec cette proximité, ce côté naturel là, quand on est au champ, tout ça, oui. ça enlève aussi la spontanéité. Oui, mais vous savez que tous les paysans aussi ne vivent pas dans les petits villages, dans les petits hameaux. Il y a certains qui vivent dans des grandes villes. Voilà. Donc, lorsqu'ils sont dans les grandes villes, même partout, il faut essayer de faire cette distanciation physique. En tout cas, on espère que tout le monde vous a entendu. Il faut savoir utiliser les produits phytosanitaires en cette période-là, très très important. Et puis, il faut des produits homologués. Et puis, à côté de ça, profiter de cette expérience-là par rapport à la protection des produits phytosanitaires pour se protéger, parce que l'économie de notre pays repose sur c'est près de 8 millions de personnes concernées par les activités agricoles. Merci à vous. Merci au ministère de l'Agriculture aussi pour ce qu'on fait pour nos parents. Merci également à toutes ces ONG dans le monde, CropLife par exemple, Côte d'Ivoire et Monde qui agit pour les paysans. Voilà. Martin Moneur, merci beaucoup. Oui, c'est fini. Okay, on a fini. Vous avez dit l'essentiel, monsieur Eboué. Merci. Je voulais remercier le ministre. Non. Bon, okay. Non, Martin Moneur, on ne fait pas ça. On va directement. Okay. Merci d'être resté dans notre compagnie. On remercie pour tous les parents, les paysans qui tiennent malgré ces moments difficiles. Et puis, on remercie bien sûr les autorités qui font leur part afin qu'on puisse sentir vraiment la résistance au niveau des planteurs. Martin Moneur, le lieu où l'on s'informe sur tous les sujets. Bon week-end. Dans ce contexte difficile lié à la pandémie de la Covid-19, la Direction générale de la RTI remercie ses annonceurs pour leur confiance et leur fidélité. Le groupe RTI reste mobilisé aux côtés du personnel de santé, des forces de sécurité et de l'ensemble de la population ivoirienne pour contribuer significativement à l'effort collectif de lutte contre la pandémie de la Covid-19. RTI, la marque du service public. Ma soeur, où vas-tu si pressée? Mon mari a découvert une nouvelle pâte tomate là. Il en parle tout le temps. Ma chérie, c'est Alissa tomate. Alissa? Ah! Le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. On voit l'équipe qui va évoluer en 4-4-2. C'est de ça que je te parlais. Alissa, le goût parfait. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste, pure et légère. Maman, tu as changé de lait? C'est très bon. Oui, c'est le lait Leti, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux. Il te fera déborder d'énergie. Maman, j'ai gagné. Nouveau par ici. C'est Leti. Leti, lait en poudre instantané, vous garantit pleine forme et bonne santé. Excellent pour les sportifs. Leti, le maximum d'énergie. Voici la mayonnaise que vous allez aimer par-dessus tout. Top Mayo, le délice de nos plats.
Là, c'est ma sœur Eunice et moi, c'est Soraya. Voici maman, un vrai rayon de soleil. Elle nous prépare toujours de bons plats. Voici Chris, notre frère. Maman, c'est notre meilleure amie. Elle nous aime beaucoup et nous aussi nous l'aimons. Aujourd'hui encore, devenue grande, maman sait comment nous fait partager de bons moments en famille. Maman, c'est toi qu'on préfère. Maman.